Si vous n'avez jamais entendu parler de docotisme, c'est que vous êtes un bienheureux. Il s'agit en effet d'une énième polémique qui secoue le petit monde de l'autisme en France. Cela partait, comme souvent, d'une excellente intention, à savoir que les centres de ressources autisme, généralement un par région, centralisent ou mutualisent leurs ressources documentaires, leurs livres, si vous préférez, dans un catalogue unique sous la houlette du gouvernement. Alors, bien sûr, cela a été présenté dans la communication officielle comme quelque chose d'unique au monde, ce qui est peut-être vrai d'ailleurs, étant donné que la mainmise de l'État ou du gouvernement est assez unique sur le secteur de l'autisme en France. La polémique a éclaté aussitôt après. C'est que une bonne part des livres, des ressources documentaires dans la base de données ne sont pas conformes aux exigences de contenu formulées par les instances étatiques elles-mêmes, ou pire encore par le tribunal populaire des personnes dominantes dans l'autisme français. Si l'on s'en tient à la version explicitement formulée, il s'agit d'expurger les bases de données de ce qui est psychanalytique. Dans les faits, la tâche est à peu près impossible, parce que si l'on accepte une infime minorité de documents, pour la plupart historiques, par exemple certains livres de Bettelheim, il est redoutablement difficile de tracer la frontière entre ce qui pourrait être psychanalytique ou pas, avec des effets curieux en perspective. Par exemple, les témoignages de parents. Quel livre sera maintenu et lequel sera écarté? Et que fera-t-on des livres d'auteurs hostiles à la psychanalyse, mais qui sont les livres de chevet de beaucoup de psychanalystes? Et je pense évidemment au best-seller de Laurent Motron. Et puis, il y a des cas, des livres de gens qui pendant longtemps fait partie de l'autisme tout à fait officiel, avant d'en être expurgés pour des raisons de querelle interne. On peut citer les ouvrages sur la méthode des Troisines, notamment de Madame de la Prelle, des livres non psychanalytiques, de gens qui désormais s'entendent bien avec les psychanalystes. Est-ce que c'est admissible? En vérité, la même querelle, plus impitoyable encore, court pour ce qui est des formations. Un très juteux marché, probablement l'un des plus juteux, tout secteur économique confondu, et dont certains acteurs veulent avoir le monopole, utilisant tous leurs liens personnels avec le pouvoir politique pour censurer et évincer leurs concurrents. Quiconque porte sur la place publique leurs liens financiers sera naturellement labellisé comme psychanalytique ou faisant le jeu de la psychanalyse, donc à écarter. Le prochain horizon, déjà explicitement réclamé par les acteurs précités, c'est la purge, ou plutôt l'harmonisation par le haut des universités en matière d'autisme. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le point est relativement secondaire, car l'univers de l'autisme français ne repose que marginalement sur les universités. Les formations sont assurées par des organismes tiers et les années d'études à l'université sont fort loin pour les professionnels actifs, quels qu'ils soient. Mais ce serait oublier un point central, c'est que sur le plan narcissique, les figures dominantes de l'autisme, essentiellement parisien, vivent très mal de ne pas avoir de reconnaissance universitaire. Certaines figures s'inventent des parcours universitaires glorieux, diplômes fictifs à la clé, d'autres essayent de créer des sociétés savantes de toc, et accessoirement cela laisse songeur par rapport à la solidité des vérités officielles imposées par le pouvoir politique, si ce dernier lui-même juge que par une étrange coïncidence, la quasi-totalité des universités diffuserait des contre-vérités. En somme, de l'extérieur, les spasmes du petit monde de l'autisme français ont un côté comique. L'angoisse vient quand on songe qu'à système égal, nulle solution, nulle issue claire ne se dessine. Et si décentraliser, débureaucratiser, démocratiser était l'avenir? Merci beaucoup, bonne journée.